Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast du CEPAC Silo, le meilleur est à l'intérieur. Le principe est simple, enregistreur à la main, nous vous entraînons à la découverte des métiers de l'ombre et de ceux de la lumière pour vous faire vivre la vie d'une salle de spectacle depuis les coulisses. Le spectacle vivant n'existe que parce que des femmes et des hommes mettent en musique une succession de tâches qui incombent à chacun pour qu'enfin la lumière soit. Pour vous et avec vous. Chers spectateurs, écoutez le frémissement des coulisses et de la scène. Découvrez celles et ceux qui font qu'à l'heure dite, la magie opère. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans les coulisses du show phénoménal et légendaire des Drag Race France, inspiré du programme télé du même nom, qui nous invite à voir 10 drag queens s'affronter dans des épreuves démontrant leur charisme, leur singularité, leur culot et leur talent. Rencontre avec 3 grands noms de la saison 2, Rose Punani et Ginger Beach, et de leur chorégraphe, Claude Cormier. Drag queen, c'est pas juste se maquiller et se transformer en femme, c'est trouver ton style, quels sont les messages que tu as envie de faire passer, qu'est-ce que tu as envie de dire, pourquoi tu te mets en drag, est-ce que tu as un message politique derrière, qu'est-ce que tu veux faire comprendre, qu'est-ce que tu veux expliquer aux gens. Et oui, l'univers des drags est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et ce sont elles qui en parlent le mieux. Moi je suis Rose. Je suis Punani. Voilà, c'est tout, merci. Merci d'avoir écouté le podcast. Non, on est un duo, Rose et Punani. Un duo d'amis d'enfance. Ouais. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés au collège. On a découvert le drag ensemble, le théâtre ensemble, et du coup on s'est lancés tous les deux dans le drag et après dans l'aventure Drag Race. Alors moi j'ai un parcours atypique parce que j'ai tenté le drag à l'âge de 41 ans pour rigoler lors d'un concours drag à Nice et il s'avère que ça a eu l'air d'avoir plu au public parce que j'ai commencé à avoir un booking, 2 bookings, 3 bookings et jusqu'à ce que la machine en fait prenne de la vitesse et que au bout d'un moment j'ai dû faire un choix entre mon travail et le drag parce que le drag prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie. J'étais directeur commercial pour une marque de cosmétiques capillaires, rien à voir. Donc je partais la journée dans mes 4 départements prospecter mes salons de coiffure et le soir j'arrivais, hop, je me maquillais et je partais pour la scène. Et au bout d'un moment, évidemment, c'était pas possible. J'ai subi un licenciement économique. Je me suis dit, dans la vie, il n'y a rien qui arrive au hasard. Toutes les étoiles sont en train de s'aligner. C'est le moment où jamais je me lance à fond dans le drag et j'ai passé les castings Drag Race en même temps et j'étais pris 2 mois après on commençait l'enregistrement de l'émission. Donc quand on dit que ça doit se faire, ça se fait toujours au bon moment. Et voilà, et me voilà dans l'aventure Drag Race à 44 ans en train de représenter les drags de plus de 40 ans. Vous aviez quel âge quand vous avez découvert le drag et quand vous vous êtes vous-même lancé ? Une vingtaine d'années, je pense, à peu près. Je crois que c'est la première fois qu'on a mis le mot drag sur ce qu'on faisait. On se maquillait déjà et on faisait des choses assez théâtrales. Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'allais vous dire justement, il y a 10 ans, la source d'inspiration, elle venait d'où ? Parce que c'était moins évident qu'aujourd'hui. Elle venait d'un peu partout. On était dans un groupe de performeurs. Du coup, il y avait des gens qui venaient de la scène, du burlesque. Il y avait des chanteurs, des danseurs, etc. Du coup, il y avait plein d'inspirations qui venaient. Ça pouvait venir à la fois des ballets russes que de Klaus Nomi, des années 80, 50, 60. Donc on prenait les inspirations un peu partout, du cinéma ou autre. Et après, on a compris que tout ça rentrait dans un cadre qui était le drag. Alors, moi, quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, je voulais être styliste. Donc, j'ai toujours adoré la mode. Et avant de travailler dans la cosmétique capillaire, j'ai travaillé dans le vêtement. Et après, j'ai basculé dans le domaine de la coiffure parce que c'est un domaine aussi qui m'a attiré depuis que j'étais jeune. Et donc, en fait, le drag, c'est rigolo parce que ça réunit en fait tout ce qui m'a attiré dans la vie. La scène, la mode, la coiffure. Et en fait, tous ces éléments-là, même le maquillage, ça m'a attiré. Donc, en fait, tous ces éléments-là, en fait, je les travaille aujourd'hui grâce à mon drag. Alors votre vie, depuis la fin de l'émission, racontez-nous, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? L'absence de sommeil, déjà. Beaucoup de choses quand même. On passe d'un format qu'on tourne à huis clos à tout d'un coup rencontrer les gens, donc c'est vrai que c'est une dynamique très différente. On se rend compte de potentiellement l'impact qu'on a eu sur le public. On incarne des combats et le fait d'être nous-mêmes, ça résonne chez énormément de gens.
Parce qu'on est à la télé, à une heure de grande écoute, en deuxième partie de soirée, à parler de choses plus ou moins festives ou difficiles. Et du coup, il y a ça qui change, je trouve, ce rapport avec les gens. Non, ça change plein de choses. C'est une expérience très chouette, très enrichissante. C'est fun, c'est cool. Alors justement, les fans que vous rencontrez qui pleurent et vous avez peut-être changé leur vie dans une certaine mesure, vous en avez conscience de ça? Alors on commence à en prendre conscience parce que c'est vrai qu'au début on recevait beaucoup de messages genre tu m'as donné envie de me lancer, j'ai envie de faire du drag, et j'ai dit bon allez, c'est des gens qui ont vu une émission de télé, je vais faire pareil. Et non, en fait il y a des messages qui vraiment quand on les lit sont hyper profonds. Il y a des gens, c'est pas forcément des gens qui vont se lancer dans le drag, ça peut être aussi des gens qui ont des femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'osent pas se maquiller, qui n'osent pas mettre de jupe ou quoi, qui nous disent en fait grâce à ça j'ai osé mettre du fard à paupières, j'ai osé mettre du mascara, j'ai osé mettre une jupe parce que tu as dit qu'en fait les rondeurs sont une force. Donc en fait et en fait on aide pas que la communauté, on aide aussi les femmes, les gens qui ont un mal-être, qui en ont marre en fait de se cacher, là pour le coup je pense qu'on parle d'une vraie sortie de placard en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'annoncer je suis gay, en fait on est en train d'annoncer je suis fier de ce que je suis et j'ai envie de le montrer. Et ce show alors, et la vie en tournée, on a envie de tout savoir. Alors c'est vraiment un show, je dirais, à l'américaine, version française. Voilà, donc du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de surprises. On va dire qu'aucun tableau ne se ressemble, donc c'est vraiment un spectacle à voir parce que ça te donne juste de l'amour, beaucoup d'amour, de la bienveillance et ça rebooste l'énergie. Et franchement, c'est un spectacle qui fait du bien. Mais c'est vraiment de la performance en fait, les filles se donnent à fond et il y a des grands écarts, il y a des portées, ça va dans la salle, vraiment c'est un spectacle super complet. En plus on a une host, Nikki Doll, qui est juste incroyable, qui fait rire aussi beaucoup les gens, donc ouais non franchement c'est un spectacle que vous allez adorer. Alors une journée en tournée, le matin on essaie de dormir le plus tard possible, ce qui est souvent pas possible parce qu'on est excité, parce que il y a toujours ce côté adrénaline en fait qui redescend jamais, où on arrive dans une nouvelle ville, donc en même temps on a envie d'aller faire un tour pour voir un petit peu la ville. On se dit non, je vais rester à l'hôtel parce qu'il faut que je me repose. Donc on essaie de jongler entre les deux. On vient en début d'après-midi sur le centre, on installe nos affaires, on installe notre maquillage. On s'installe, après on fait tout ce qui est calage, balance micro pour ceux qui ont des balances micro à faire. Après échauffement avec le prof de danse, étirement, et c'est parti. À 16h30 on va dans nos loges, on commence la préparation. Il faut qu'à 19h50 on soit arrière-scène et on a le petit cri de guerre, on se donne tous les mains, on pousse nos petits cris de guerre et à 20h c'est le début du show. C'est difficile une tournée, mais en même temps c'est tellement excitant tous les jours ce qu'on vit en fait, c'est chaud d'adrénaline, nous donne tous les jours envie d'aller. Le lendemain c'est une nouvelle ville, nouvelle découverte, et chaque ville a vraiment un public qui est différent, un accueil qui est différent, c'est vraiment rigolo. Donc là vous allez voir ça tout à l'heure avec Marseille. Ah on va voir, ça va être chaud. Normalement c'est chaud. Vous êtes allé repérer la scène? Oui, je suis allé voir, la salle elle est très belle, elle est ultra profonde, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, par contre c'est très haut les sièges, donc ouais, je sais pas combien il y a de personnes, je sais pas si je veux savoir en fait, combien? 1750 personnes, pour savoir, on a fait plus. En fait, ce qui est très impressionnant dans cette salle, c'est qu'elle est pas large, mais elle est très profonde en fait, et ça fait bizarre, c'est avec les sièges en hauteur, le troisième gradin en haut là, ils sont tout petits les gens là-haut. Je la connaissais déjà, j'aime beaucoup cette scène. J'ai beaucoup aimé déjà l'année dernière, j'ai trouvé que c'était une salle exceptionnelle. En plus, le public Marseille il est chaud comme jamais. Je trouve que c'est une très belle salle et j'avais vraiment hâte de revenir retrouver cette sensation parce qu'on avait passé vraiment un super moment l'année dernière ici à Marseille. Moi j'ai envie de vous parler des tenues, la flamboyance des tenues. Ça rend jaloux pas mal de monde dans la mode. D'où vient cette inspiration, cette créativité, Paul? On en a plein d'inspirations, mais principalement quand même les années 80. Ouais. C'est quand même une bonne base pour beaucoup de choses. Après, on essaie aussi, je pense, de transformer. Aujourd'hui, on essaie quand même de transformer beaucoup les tenues qu'on a et de pas juste se contenter d'une base, même si elle peut être magnifique années 80, mais de lui apporter aussi notre touche. Et je sais pas, moi j'aime toujours autant avoir des immenses épaulettes.
Une taille très marquée, des hanches. T'es une femme un peu italienne. Je suis une femme italienne. Alors je suis pas un couturier, moi je fais tout faire sur mesure. Par contre il y a beaucoup de tenues que j'imagine moi-même. Il y a certaines tenues que j'ai dessinées, il y a certaines tenues, quand j'ai commencé le drag, on a des petits moyens. Donc j'ai acheté en prêt-à-porter, on customise, on met des strass, on met des plumes, on rajoute des paillettes, etc. pour essayer de rendre le costume plus scénique. Quand on commence à grandir, si on veut upgrader en fait dans le drag, à un moment il va falloir commencer à taper dans des perruques de créateurs, des tenues de créateurs. Et donc là, après, faut trouver les couturiers, les stylistes avec qui on travaille. Donc il y a certaines tenues qui ont été imaginées, parce qu'il y a aussi des couturiers qui nous appellent en disant j'aime ton drag, j'aime ce que tu fais, j'aime tes formes, j'aimerais te créer un look, j'ai une idée pour toi, j'ai pensé à ci, à ça, et puis après nous on retouche ce qui ne va pas dessus. Il y a aussi certains looks qui ont été imaginés par mon conjoint, dont un qui était absolument fabuleux. Le thème était futuristique chic. Et mon conjoint en fait m'a fait une robe avec des serflex qui sont des cerclables en fait. Et en fait il y avait 5000 cerclables sur toute la robe. Bon, par contre ça pèse un poids de dingue. Mais c'était vraiment hyper joli. Et le public dans tout ça, vous en avez pensé quoi ? Franchement, je trouve qu'il y a une présence scénique qui est complètement dingue. Ça se ressent à la télé, mais vraiment le fait de les voir sur scène, c'est complètement différent. T'as toute une autre atmosphère qui est créée, c'est complètement fou. En fait, au début, quand elles sont arrivées, j'ai eu les larmes aux yeux parce que ça fait quelque chose de les voir en vrai. C'est un peu comme des icônes en fait, et ça délivre tellement de messages, tout ce qui est le drag, et du coup, à la base, je connaissais pas du tout, mais juste regarder l'émission, ça m'a tellement, ça m'a donné envie de faire du drag, alors que de base, c'est pas du tout mon univers, et je trouve ça incroyable, et c'est super beau à voir, et c'est super riche, et c'est hyper créatif, et je trouve ça incroyable. On montre l'hospitalité marseillaise, donc c'est très très bien, elles sont très contentes d'être, je suis sûre, elles sont ravies. Cette journée fut également l'occasion pour l'équipe du CEPAC Silo de se mobiliser aux côtés de la Caisse d'épargne CEPAC dans le cadre de sa campagne du geste utile. Les mains en croix, posées sur les seins, comme un ultime geste fort pour sensibiliser à l'autopalpation en ce mois d'octobre rose. C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Rendez-vous le mois prochain avec celles et ceux qui illuminent, chacun à leur manière, cette salle de spectacle unique en son genre. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner et surtout faites-nous des retours. Et pour jeter un œil à la programmation, c'est sur le site internet que ça se passe, www.cepacsilo-marseille.fr. À très vite. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de la Caisse d'épargne CEPAC.